Donc, je vais vous parler du gestion du risque cognitif périopératoire en chirurgie cardiaque cette fois-ci. Voici mes conflits d'intérêts. Une étude, une méta-analyse très récente qui a été publiée en 2022 en chirurgie cardiaque et qui a regardé en fait l'effet de l'oxymétrie cérébrale, de monitoring d'oxymétrie cérébrale, a démontré que l'incidence de délirium après chirurgie cardiaque est aux alentours de 18%, et ceci dans 6 études randomisées, et que l'incidence globale de ce qu'on appelle Delayed Neurocognitive Recovery, ou autrement dit la récupération neurocognitive lente, qui est en fait la nouvelle terminologie pour ce qu'on appelait avant déclin cognitif post-opératoire, l'incidence de Delayed Neurocognitive Recovery est aux alentours de 31%. On sait aussi que l'incidence de AVC et AIT après une chirurgie cardiaque, c'est à peu près 2%. Donc en fait, si vous regardez bien ces chiffres, vous voyez qu'il y a une incidence très élevée de complications neurologiques post-opératoires en chirurgie cardiaque. Alors pour ceux qui sont intéressés, ceci est un très bel article qui a été publié déjà en 2018 en anesthésiologie, qui va décrire la physiopathologie des troubles neurocognitifs post-opératoires. Et la physiopathologie des troubles neurocognitifs post-opératoires en chirurgie cardiaque, on peut les distinguer de deux façons. Ou bien on va faire une distinction temporelle, ou bien on va faire une distinction par mécanisme physiopathologique. La distinction temporelle peut être utile parce qu'il y a certains processus, il y a certaines choses qu'on peut améliorer en tant qu'anesthésiste, et il y a des moyens préventifs qu'on peut utiliser, et je vais revenir là-dessus plus tard. D'autre part, on a la distinction par mécanisme physiopathologique. Il y a surtout 4 mécanismes qui sont très importants pour les troubles neurocognitifs post-opératoires en chirurgie cardiaque. Tout d'abord, l'inflammation et la neuroinflammation qui va être le résultat de l'inflammation systémique. Comme moi, vous savez tous très bien que la chirurgie, la circulation extracorporelle, le sepsis vont induire une inflammation systémique avec la libération des cytokines pro-inflammatoires, et qu'il va y avoir une interaction de ces cytokines pro-inflammatoires avec le cerveau par plusieurs mécanismes, entre autres par la destruction de la barrière hémato-encéphalique. Il y a aussi l'activation de microglies, et les microglies sont des cellules inflammatoires cérébrales, et l'activation de ces microglies va avoir comme résultat une production de cytokines inflammatoires, et donc aussi une modulation des cellules adhérentes, qui fait qu'il y a un état neuroinflammatoire qui va s'installer, qui va être le résultat de l'inflammation systémique. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on voit que les personnes âgées, que la neuroinflammation est beaucoup plus importante chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène de l'immunosénescence qui existe chez les personnes âgées. On sait qu'avec l'âge, il y a une augmentation de taux basal des médiateurs inflammatoires. Avec l'âge, il y a aussi une augmentation du nombre de microglies dystrophiques. Et les microglies, c'est les cellules inflammatoires cérébrales. Les microglies, avec l'âge, vont subir aussi des changements morphologiques et fonctionnels, et qui vont en fait en soi déjà induire un état pro-inflammatoire cérébral qui fait que les patients âgés sont beaucoup plus à risque de neuroinflammation après une chirurgie. Le deuxième mécanisme physiopathologique des troubles neurocognitifs, c'est les microemboles ou infarctus silencieux. Alors, évidemment, quand on parle de microemboles ou des emboles, on dit toujours qu'il y avait la circulation extracorporelle. On sait aussi que la mobilisation et la manipulation de l'aorte par les chirurgiens avec l'athéromatose qui existe au niveau aortique, c'est un facteur de risque d'avoir des emboles. Mais on sait très bien que même les patients qui n'ont pas eu une anesthésie générale, qui ont juste un TAVI, c'est-à-dire des valves aortiques par voie transfémorale, sous anesthésie locale, sans chirurgie, même ces patients-là sont à risque de développer des microemboles ou des emboles, et sont à risque d'avoir un AVC ou un AIT en post-opératoire. Pourquoi? Parce que même la manipulation des vaisseaux périphériques
est un facteur de risque parce qu'il y a l'athéromatose globale qui existe. Évidemment, en chirurgie aortique, si le chirurgien sent que l'aorte est assez athéromateuse, on peut toujours faire une écho épi-aortique pour aider le chirurgien pour placer la canule aortique à un endroit qui est moins athéromateux. Il y a évidemment aussi le risque d'embolie gazeuse. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ce phénomène d'infarctus silencieux. Alors, ceci est une étude assez récente qui a été réalisée chez 164 patients qui ont subi une chirurgie cardiaque. Et ils ont fait une imagerie cérébrale chez tous les patients. Ils ont vu que 10 patients sur les 164 développaient un AVC en post-opératoire, donc un AVC symptomatique. Par contre, sur les 154 patients restants, il y avait 55% qui montraient un infarctus silencieux, donc un infarctus qu'on voyait seulement sur l'imagerie médicale. Et tous ces patients-là qui font un infarctus silencieux, ces patients-là sont à risque de développer un délirium et des troubles neurocognitifs en post-opératoire. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on ne fait pas d'imagerie médicale chez tous les patients. Troisième mécanisme important de troubles neurocognitifs après chirurgie cardiaque, c'est l'autorégulation cérébrale, le débit sanguin cérébral et l'apport en oxygène. Alors, comme moi, vous avez tous appris qu'il y a ce phénomène de l'autorégulation cérébrale qui existe, qui fait que la pression de perfusion cérébrale reste constante entre une pression moyenne de 50 et 150. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que des études qui ont qui ont décrit cette autorégulation cérébrale étaient des études qui étaient faites chez les sujets sains et très jeunes. Les dernières 10 années, il y a eu énormément d'études, surtout en chirurgie cardiaque, qui ont démontré qu'en fait, finalement, il y a une variabilité interindividuelle importante de la limite inférieure de l'autorégulation cérébrale et que cette limite inférieure de l'autorégulation cérébrale, ça peut varier entre 40 et 90 mm mercure chez les patients qui vont avoir une chirurgie cardiaque. Et ça, c'est une étude qui a déjà été publiée en 2010 en chirurgie cardiaque chez 54 patients et les auteurs ont monitorisé l'autorégulation cérébrale par l'oxymétrie cérébrale et ce qu'ils ont démontré, c'est que la plupart des patients avaient une limite inférieure de l'autorégulation cérébrale qui était une tension artérielle moyenne aux alentours de 60 mm mercure, mais il y avait aussi des patients qui avaient une limite inférieure qui partait entre 45 et 80 mm mercure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si vous allez viser une tension artérielle moyenne de 60 pendant la circulation corporelle, extracorporelle ou en chirurgie cardiaque, ça peut être bien pour certains patients, mais il y a encore une partie des patients qui vont subir une hypoperfusion cérébrale parce qu'ils ont une limite inférieure de l'autorégulation cérébrale qui est beaucoup plus élevée. Le quatrième mécanisme de physiopathologie de troubles neurocognitifs post-opératoires, c'est la neurotoxicité anesthésique. Alors, la neurotoxicité des agents anesthésiques, c'est disons, un hot topic pour l'instant. Il y a eu énormément d'études chez l'animal, que ce soit in vitro, in vivo, et toutes ces études chez l'animal ont démontré qu'il y a, surtout avec les agents allogéniques qu'on utilise dans la pratique quotidienne, qu'il y a en fait une apoptose neuronale qui s'installe avec les agents anesthésiques. Et qu'avec les agents anesthésiques qu'on utilise, il y a aussi une augmentation du taux de bêta-amyloïde, qui est la protéine qu'on voit chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer. Ce qui est très important à retenir, c'est que dans toutes ces études animales, il n'y avait pas d'effet cérébral des agents anesthésiques sans chirurgie. Autrement dit, si les animaux avaient reçu juste des agents anesthésiques, mais qui n'avaient pas subi une chirurgie, il n'y avait pas cette apoptose neuronale. Par contre, quand il y avait une chirurgie associée avec l'anesthésie, alors on voyait qu'il y avait une apoptose neuronale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement la neuroinflammation qui va être induite par la chirurgie, donc par l'inflammation globale, en association avec les agents anesthésiques, va induire probablement une neuroapoptose qu'on voit dans toutes ces études qui ont été faites chez l'animal. Alors, même si chez l'homme, on n'a pas encore vraiment démontré la neurotoxicité des agents anesthésiques, ceci n'empêche pas qu'il faut éviter tout ce qui est surdosage anesthésique parce que les études récentes démontrent bien que le surdosage anesthésique est un facteur de risque de troubles neurocognitifs après chirurgie. Et donc, c'est pour cela, comme on a entendu, c'est pour cela que c'est important de guider l'anesthésie par le monitoring des EEG, et je vais revenir là-dessus plus tard. Alors, évidemment, on a vu qu'il y a des mécanismes physiopathologiques des troubles neurocognitifs post-opératoires en chirurgie cardiaque, mais les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne croit. Et ce soir, je vais, pour la toute première fois, partager avec vous les résultats d'une étude qu'on vient de terminer aux cliniques universitaires Saint-Luc, que j'ai réalisée avec l'aide de ma collègue Dr Khalifa, qui est en processus de thèse. Et en fait, c'est une étude qu'on vient de soumettre au journal Brain. Et cette étude, cette recherche a été sur 220 patients, et l'outcome principal était le délirium post-opératoire. En fait, l'objectif principal de cette étude était de voir si les patients qui vont développer un délirium post-opératoire, est-ce que ces patients-là ont en périopératoire des ondes alpha, des puissances des ondes alpha qui sont moindres par rapport à ceux qui ne développent pas de délirium post-opératoire. Alors, comme c'est dans le cadre d'un processus de thèse, on a fait évidemment beaucoup plus que cela. Donc, on a en périopératoire fait une évaluation cognitive complète avec toute une batterie de tests neurocognitifs qui prend à peu près 1 heure, 1 heure quart. On a fait des enregistrements d'EEG complets avec donc 32 canaux, un casque qu'on met sur la tête des patients qui va enregistrer l'EEG complet. On a fait cet enregistrement d'EEG en préopératoire mais aussi en intraopératoire à des moments très spécifiques. On a également fait des prélèvements sanguins de génotypage de ApoE, qui est en fait très fort étudié en tout ce qui est Alzheimer. Et puis, on a également fait des dosages de neurobiomarqueurs, neurofilament light, et je vais vous expliquer ça un peu plus tard. On a fait des dosages en préopératoire, mais aussi à 2 heures après l'arrivée aux soins intensifs, à J1, J2 et J5. Et évidemment, on a fait un dépistage de délirium post-opératoire avec des tests adaptés. Alors, comme je vous ai dit, on a fait une évaluation neurocognitive avec plein de tests en préopératoire. Et ensuite, on a sélectionné des résultats de ces tests pour constituer un score global d'état cognitif des patients. Donc, pour chaque patient, on avait un Z-score global pour savoir si le patient souffrait d'un trouble cognitif en préopératoire, oui ou non. On a, comme je vous ai dit, fait des dosages de neurobiomarqueurs neurofilament light. Et neurofilament, c'est en fait un composant du cytosquelette des axones. Il y a 3 sous-unités. Et neurofilament light est actuellement très fort étudié dans différentes pathologies neurologiques, comme la sclérose en plaques, comme l'Alzheimer, trauma cérébral. Et c'est un neurobiomarqueur qui est très spécifique et très sensible pour les neurones. Et donc, en fait, c'est un biomarqueur qui va être libéré quand il y a ce qu'on appelle une sorte d'accidental injury. Donc, ce biomarqueur, quand il est libéré dans le liquide céphalorachidien ou dans le sérum, on sait que c'est anormal. Et puisque les dernières années,
il y a eu des tests très spécifiques de 6 mois surtout, des tests qui nous permettent maintenant de faire le dosage de ce neurobiomarqueur. Mais on a choisi ce neurobiomarqueur pour utiliser pour notre étude. Parce qu'actuellement, en fait, il y a très peu d'études en chirurgie cardiaque qui ont utilisé ce biomarqueur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les 220 patients, il y avait 65 patients, donc à peu près 30% des patients qui ont développé un délirium post-opératoire, et c'est quand même un chiffre qui est important. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit en préopératoire? Ceux qui développent un délirium post-opératoire sont significativement plus âgés par rapport au groupe de patients qui n'ont pas présenté de délirium. Ce qui est aussi très intéressant à voir, c'est que les patients qui ont développé un délirium, ils avaient un score cognitif, un Z-score cognitif, qui était significativement plus bas par rapport à ceux qui n'avaient pas développé délirium. Et ceci va dans le sens de toutes les études qui ont été publiées jusqu'à maintenant, c'est que finalement, l'état cognitif préopératoire du patient est un facteur important de développer des troubles neurocognitifs après chirurgie cardiaque. On voit aussi qu'en post-opératoire, les patients qui ont développé un délirium, ils restaient significativement plus longtemps aux soins intensifs, mais aussi à l'hôpital. Alors, en sachant qu'une journée de soins intensifs en Belgique coûte à peu près 850 €, les médicaments non compris, c'est quand même un élément important à considérer dans la gestion de nos patients d'une façon quotidienne. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de neurofilaments? On voit que les patients qui ont développé un délirium post-opératoire, que ce soit au départ, avant l'anesthésie, mais aussi en post-opératoire, ils avaient à tous les moments des valeurs de neurofilaments qui étaient significativement plus élevées par rapport au groupe de patients qui n'ont pas développé de délirium. Et on voit ça beaucoup plus clairement sur cette dia, avec cette figure où on a fait une analyse spécifique, une analyse statistique spécifique avec un modèle linéaire mixte. On voit très bien que les patients qui n'ont pas développé de délirium, ils ont des taux de neurofilament light en post-opératoire qui est significativement plus bas par rapport à ceux qui ont présenté des délirium. Mais ce qui est très important à considérer sur cette figure, c'est que finalement, tous les patients, que ce soit des patients qui ont développé un délirium ou ceux qui n'ont pas développé un délirium, à 2 heures après la chirurgie jusqu'à 5 jours après la chirurgie, ont des valeurs de neurofilament light qui continuent à augmenter. Donc concrètement, ça veut dire que la chirurgie cardiaque en soi va induire ce qu'on appelle axonal injury. Que donc peu importe que les patients développent un délirium ou pas, en soi, il y a un phénomène qui se passe, il y a un phénomène de axonal injury qui se passe, qu'on voit très clairement chez nos patients qui ont subi une chirurgie cardiaque. Alors, on a voulu savoir quels étaient les facteurs prédictifs de ce neurofilament light à baseline, donc avant l'anesthésie, et on a vu que l'âge des patients était un facteur prédictif de cette NFL au baseline. Ça veut dire que plus les patients étaient âgés, plus ils avaient des valeurs au départ qui étaient élevées. On voit aussi que les patients qui avaient un diabète ou avaient une fonction rénale qui était altérée, ces patients-là avaient aussi significativement des valeurs de NFL au baseline qui étaient plus élevées. Par contre, ce qui est très important et assez nouveau dans cette étude, c'est que les patients qui avaient un score cognitif qui était plus bas, ces patients-là avaient des valeurs de NFL au baseline qui étaient significativement plus élevées. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et cette association de valeurs de NFL au départ avec le score de cognitif, le score global cognitif, on le voit aussi sur cette figure. On a séparé les valeurs baseline de NFL en quartiles et on voit donc clairement que les patients qui ont des valeurs de NFL au baseline
qui est plus élevé, eh ben, ces patients-là ont des tests neurocognitifs plus altérés. Donc les patients, donc il y a une association très importante, une corrélation très importante entre les valeurs de NFL au baseline et le trouble cognitif préopératoire. On a finalement aussi, avec l'analyse de Cox, régression de Cox, étudié quels étaient des facteurs prédictifs de développer un délirium après chirurgie cardiaque dans notre étude. Et on a mis plusieurs facteurs dans ce modèle, comme l'âge, comme la fonction rénale, diabète, la valeur baseline de NFL, mais aussi le score cognitif global. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette analyse de Cox? On voit que finalement, ni l'âge chronologique du patient, ni la valeur baseline de NFL vont prédire le délirium en post-opératoire. Le seul élément qui va prédire le délirium post-opératoire chez nos patients, c'était l'état cognitif préalable. Donc, ça veut dire les tests, quand les tests cognitifs étaient péjoratifs, ces patients-là avaient un risque de délirium post-opératoire très important. Par contre, comme on a vu qu'il y a une corrélation très importante entre le NFL baseline et le score cognitif au départ, si on refait l'analyse de régression en éliminant cet score cognitif et on garde juste l'âge et la valeur baseline de NFL, GFR et le diabète, mais finalement, on voit que le NFL au départ est un facteur significatif de développement de délirium post-opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le sérum NFL en préopératoire est un alternatif de l'évaluation cognitive préopératoire et donc, quelque part, peut prédire le délirium post-opératoire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous vous imaginez bien que vous n'allez pas faire de tests neurocognitifs qui vont durer pendant 1 heure pour évaluer l'état cognitif de votre patient. Donc, quelque part, en dosant juste un biomarqueur, on peut connaître l'état cognitif des patients et prédire si ces patients-là sont à risque de développer un délirium après une chirurgie cardiaque ou pas. Et ceci va exactement dans le sens de tout ce qui a été publié dans la littérature, c'est qu'on sait très bien que l'état cognitif préopératoire du patient est un facteur prédictif important de troubles neurocognitifs en périopératoire. Alors, est-ce qu'en tant qu'anesthésiste, est-ce qu'on peut éviter les troubles neurocognitifs après chirurgie cardiaque? Eh bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des moyens disponibles qu'on peut utiliser en tant qu'anesthésiste. Tout d'abord, on peut éviter l'hypoperfusion cérébrale. Et on sait maintenant que l'hypoperfusion cérébrale, que ce soit globale ou focale, est un facteur très important, un facteur prédictif très important de développement de troubles neurocognitifs dans la période périopératoire. Et ça a été très bien démontré dans plusieurs études. Donc l'hypoperfusion cérébrale en périopératoire est quelque part un facteur de risque qu'on peut en tant qu'anesthésiste détecter, mais aussi traiter. Et vous savez tous très bien, comme moi, que maintenant, avec la technologie de NIRS, avec l'oxymétrie cérébrale, on peut très bien avoir une estimation globale de l'équilibre entre l'apport en oxygène et la consommation en oxygène au niveau cérébral. Alors, l'oxymétrie cérébrale, les appareils d'oxymétrie cérébrale vont nous donner un signal qui va être pour à peu près 25 à 30% de l'oxygénation artérielle et pour 70 à 75% veineux. Mais ceci est important, pourquoi? Parce qu'on sait qu'à peu près 70% de volume sanguin cérébral consiste du sang veineux. Donc le fait que ces appareils nous donnent une information, disons, de la saturation veineuse est quand même important. Et donc, les changements du débit sanguin cérébral, finalement, vont être détectés avec l'oxymétrie cérébrale dans la période périopératoire. Alors, quelques mots sur la technologie de NIRS.
La technologie de NIRS utilise la lumière proche infrarouge et avec la lumière proche infrarouge, la technologie va mesurer les changements en concentration de certains chromophores et évidemment les chromophores auxquels on nous intéresse, c'est l'oxyhémoglobine et la déoxyhémoglobine, puisque ces chromophores vont permettre l'absorption de lumière infrarouge. Les appareils de NIRS vont utiliser un émetteur ou une source de lumière que vous voyez ici sur cette dia et ont aussi 2 détecteurs de lumière qui sont placés à une distance assez spécifique pour justement éliminer tout ce qui est, résoudre le problème des problèmes de contamination extracérébrale. Comme je vous ai dit, on va avoir une saturation mixte artérielle, capillaire, mais surtout veineuse. Et contrairement au flux oxymètre qu'on utilise tous les jours et qui dépend d'un flux sanguin pulsatile, la technologie de NIRS n'a pas besoin d'un flux sanguin pulsatile et donc c'est très intéressant pour l'utilisation en chirurgie cardiaque, surtout en circulation extracorporelle quand il n'y a plus de pulsatilité. Ce qui est aussi très important à savoir, c'est que tous les appareils vont utiliser un algorithme différent, que ce soit pour l'adulte ou pour les enfants, et que finalement, c'est impossible d'avoir un chiffre exact d'oxymétrie cérébrale si vous allez utiliser 3 appareils en même temps. Donc, vous n'allez jamais recevoir un chiffre exact d'oxymétrie cérébrale puisque tous les appareils ont un algorithme différent et ont une technologie qui est quand même un tout petit peu différente. Et évidemment, comment est-ce qu'on va éviter l'hypoperfusion cérébrale en chirurgie cardiaque? Il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut jouer un rôle. Évidemment, il y a le débit cardiaque, il y a le contenu artériel en oxygène, l'hémoglobine est un facteur important, la pression artérielle moyenne, évidemment, comme je vous ai montré, est aussi un facteur important, mais aussi la pression partielle en CO2 est quelque chose qui est très important à surveiller en intraopératoire, surtout en chirurgie cardiaque et pendant la circulation extracorporelle. Alors, l'oxymétrie cérébrale, évidemment, c'est une technologie qui est non invasive, assez facile à utiliser. Il y a des avantages. L'avantage, c'est que c'est non invasif. On peut l'utiliser pour n'importe quel patient, que ce soit des nouveau-nés ou des personnes âgées. On n'a pas besoin d'une pulsatilité. Par contre, il y a quand même des inconvénients à cette technologie. C'est qu'on va seulement estimer l'oxygénation cérébrale au niveau frontal. Ce qui se passe au niveau de d'autres zones cérébrales, on n'aura quasi jamais une idée de ce qui se passe. Et très souvent, j'entends de mes collègues, « Ah oui, mon patient a fait un AVC, mais avec mon oxymétrie cérébrale, je n'ai rien vu en périopératoire. » C'est sûr et certain que si l'AVC se localise à un endroit qui n'est pas au niveau frontal, vous n'allez probablement rien voir de tout en chirurgie cardiaque. Mais n'empêche qu'avec cette oxymétrie cérébrale, vous allez quand même pouvoir éviter une hypoperfusion cérébrale, et ça, c'est aussi important en chirurgie cardiaque. Alors, comme je vous ai expliqué, tous les appareils utilisent une technologie qui est différente. Il y a quand même des artefacts qu'on peut observer, malgré le fait que toutes les gens qui vendent ces appareils vont vous dire que leur appareil est le meilleur. C'est un monitoring de trend. Vous n'allez jamais avoir une saturation exacte au niveau cérébral. Ce que vous allez recevoir, c'est une estimation de la saturation cérébrale. Et donc, c'est important de connaître des valeurs de baseline. Et évidemment, ces appareils ne vont jamais vous dire quelle est la raison de la désaturation. C'est à vous, en tant qu'anesthésiste, de connaître quelle est la raison de désaturation cérébrale, et il y a des algorithmes qui ont été développés pour, disons, détecter une désaturation cérébrale et pour traiter une désaturation cérébrale, surtout en chirurgie cardiaque. Et cette étude que je vous ai montrée tout au début, cette méta-analyse récente qui a été publiée en 2022, qui s'est focusée en chirurgie cardiaque et surtout
sur l'oxymétrie, sur l'utilisation d'oxymétrie cérébrale en chirurgie cardiaque, les résultats de cette méta-analyse montrent que les patients chez qui on a utilisé l'oxymétrie cérébrale pour, disons, améliorer la perfusion cérébrale en périopératoire, ces patients-là ont un séjour aux soins intensifs qui est significativement plus bas par rapport à ceux chez qui on n'a pas utilisé l'oxymétrie cérébrale. Ces patients-là ont aussi une incidence de délirium post-opératoire qui est significativement beaucoup plus bas par rapport à l'autre groupe. Et ce qu'on voit aussi dans cette méta-analyse, c'est que ces patients-là, chez qui on a, disons, utilisé l'oxymétrie cérébrale et on a traité la désaturation cérébrale, ces patients-là montrent aussi une incidence de troubles neurocognitifs post-opératoires qui est moindre par rapport au groupe contrôle. Donc, disons que l'utilisation de l'oxymétrie cérébrale reste un facteur important pour éviter hypoperfusion cérébrale en chirurgie cardiaque. Alors, le deuxième moyen qu'on peut utiliser en tant qu'anesthésiste pour éviter des troubles neurocognitifs dans la période périopératoire, c'est d'éviter surdosage en agents anesthésiques. Comme moi, vous savez tous qu'il y a énormément d'appareils de profondeur d'anesthésie qui sont disponibles sur le marché, et ces appareils vont vous donner un tracé d'IEG frontal. Et on sait maintenant que chaque agent anesthésique qu'on utilise, tous les agents anesthésiques, ils ont quelque part une signature électroencéphalographique qui est différente. Par exemple, vous voyez bien sur cette dia que l'EEG frontal, l'analyse spectrale qu'on voit avec le propofol, avec le sévoflurane, ou kétamine, ou encore dexméthomidine, c'est assez différent. Ce qu'on sait maintenant, et ça a été bien démontré dans cette étude, c'est que sous anesthésie générale, l'EEG frontal se caractérise par deux phénomènes, c'est-à-dire qu'on voit très bien les ondes alpha qui apparaissent, mais aussi les ondes slow. Alors les ondes alpha, c'est des ondes qui sont aux alentours de 8 à 12 Hz, et les ondes slow, ce sont des ondes qui sont en dessous de 1 Hz. Et ça, c'est vraiment un EEG frontal typique de quelqu'un qui est sous anesthésie générale. Donc on voit vraiment un espèce de slow wave et des alpha waves qu'on voit sous anesthésie générale. On peut aussi, avec les appareils d'EEG frontal, éviter un surdosage en anesthésique et éviter tout ce qui est burst suppression, c'est-à-dire des périodes de suppression d'électroencéphalographique suivies par des périodes de burst. Ce qui souvent, je dis bien souvent, indique que le patient reçoit trop d'anesthésique. Alors, vous allez me dire, est-ce que l'EEG frontal en soi peut nous indiquer ce qui se passe au niveau, pendant l'anesthésie? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on voit maintenant, le phénomène de alpha anteriorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les patients qui sont en état basal non endormis, on voit que l'onde alpha se trouve au niveau d'occipital. Une fois que vous allez commencer à injecter des agents anesthésiques, à induire le patient, les ondes alpha qui sont présentes dans la zone occipitale en état réveillé, mais ces ondes alpha vont antérioriser, vont donc revenir vers l'antérieur, vers le niveau frontal. Et c'est pour cela que pendant l'anesthésie, sur nos appareils d'EEG frontal, on va parfaitement reconnaître les ondes alpha qu'on ne voyait pas quand le patient était dans un état réveillé. Et ça, c'est ce qu'on appelle alpha anteriorization. Et on voit ça sur cette dia, comme tout à l'heure. Ça, c'est donc quelqu'un qui n'est pas endormi. À l'état basal, les ondes alpha sont présentes au niveau occipital. Vous les voyez ici, aux alentours de 10 à 12 Hz. Une fois que le patient va perdre la connaissance, une fois que vous allez commencer l'anesthésie, vous allez voir qu'il y a une absence des ondes alpha au niveau occipital. Par contre, ce qui va apparaître, c'est qu'au niveau frontal, les ondes alpha vont apparaître. On les voit sous anesthésie générale. Et de nouveau, quand le patient va
retourner en état réveillé. Donc, quand l'anesthésie est terminée, les ondes alpha vont disparaître au niveau frontal et vont réapparaître au niveau occipital. Donc on appelle ça le alpha interiorization, et c'est très important parce que finalement, nos appareils d'EEG frontal nous indiquent très bien l'état, si le patient est bien endormi, oui ou non. Alors aussi, tous les appareils de profondeur d'anesthésie, ces appareils-là ont aussi des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que, comme je vous ai dit, ce sont des appareils qui nous indiquent un EEG frontal, et l'EEG frontal est très important sous anesthésie générale parce que finalement, c'est ça qu'on va utiliser, parce qu'on voit très bien que si le patient est endormi ou pas. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser peu importe l'âge. Il y a les appareils de profondeur d'anesthésie qui sont adaptés pour les enfants. Et quelque part, l'EEG frontal de patient va nous donner une information indirecte de l'état cognitif basal des patients. Et disons que c'est un des éléments qu'on a étudié dans notre projet de recherche pour savoir si les ondes alpha sous anesthésie générale étaient moins importantes et moins puissantes chez les patients qui vont développer un délirium, oui ou non. Donc, quelque part, l'EEG frontal nous indique aussi des choses de ce qui se passe au niveau cognitif. Mais il y a évidemment des inconvénients, c'est qu'il faut apprendre à interpréter un EEG. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend tout de suite. Donc, il y a une courbe d'apprentissage. Comme je vous ai montré, plusieurs agents anesthésiques ont quand même une signature électroencéphalographique qui est différent. Et plus vous commencez à mélanger les médicaments, vous injectez la kétamine, le sévoflurane, un bolus de propofol, plus l'interprétation de l'EEG devient difficile. Donc c'est à force de répéter et de revoir l'EEG frontal qu'on apprend à interpréter un EEG frontal. Et très important, et que je n'arrête pas de le répéter, c'est que le chiffre que vous voyez de profondeur d'anesthésie sur les appareils de l'EEG, finalement, ce chiffre est très peu fiable. On sait très bien qu'il faut apprendre à interpréter, à regarder l'EEG frontal au lieu de regarder ce chiffre qui peut être influencé par beaucoup d'autres facteurs, mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'aborder ce sujet. Alors, qu'en est-il au niveau de la recherche pour savoir si l'utilisation de l'EEG frontal et de l'appareil de profondeur d'anesthésie, est-ce que ça va diminuer les troubles neurocognitifs après une chirurgie? Ceci est une méta-analyse qui a été publiée en 2020 dans Anesthesia and Analgesia. Et finalement, la conclusion de cette méta-analyse, c'était que l'utilisation d'un appareil de profondeur d'anesthésie ne diminuait pas du tout l'incidence de délirium après une chirurgie. La seule chose que les auteurs voyaient, c'est qu'il y avait une diminution de séjour aux soins intensifs. Donc finalement, que vous utilisez les appareils d'EEG, oui ou non, ça n'aurait pas d'effet sur l'incidence de délirium post-opératoire. Mais par contre, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, de lire cette review article qui a été publiée par Liz Everett. Et en fait, elle va très bien critiquer toutes les études qui ont été faites et les méta-analyses qui finalement montrent que les EEG en périopératoire n'est pas important pour diminuer les risques neurocognitifs périopératoires. Et donc, elle va quelque part discuter le pourquoi les méta-analyses jusqu'à maintenant n'ont pas pu démontrer qu'on va diminuer l'incidence de délirium ou d'autres pathologies neurocognitives. Et moi, je dis toujours à mes assistants, pourquoi est-ce qu'on doit bien calculer la dose des médicaments qu'on utilise tous les jours pour savoir quelle est la dose de cura qu'on utilise, la dose des antibiotiques qu'on utilise, mais la dose des agents anesthésiques qu'on utilise n'aurait pas d'importance. Pourquoi est-ce qu'on peut injecter autant de propofol ou donner autant de sévoflurane qu'on voudrait, que ça n'aurait aucun effet sur le cerveau? Eh bien, je pense que si vous lisez cette review article, ça va à peu près dans le même sens. Et alors, je vous ai évidemment parlé de l'oxymétrie cérébrale pour éviter l'hypoperfusion cérébrale. Je vous ai parlé de l'appareil d'EEG frontal pour éviter un surdosage en anesthésique. Mais si vous allez combiner les deux, évidemment, vous allez recevoir beaucoup plus d'informations et ça va vous guider dans votre management de vos patients, surtout en chirurgie cardiaque.
malheureusement, il y a très peu d'études qui ont associé les deux monitorings. Nous, on était parmi les premiers en chirurgie cardiaque d'avoir associé l'oxymétrie cérébrale et l'EEG frontal chez 1600 patients qui ont subi une chirurgie cardiaque. On a pu démontrer que les patients qui avaient une suppression d'EEG en périopératoire, en chirurgie cardiaque, ces patients-là développaient plus de délirium en post-opératoire. Et on a aussi vu que les patients qui avaient une oxymétrie cérébrale à la fin de l'intervention qui était plus basse, ces patients-là étaient aussi à risque de développer des troubles neurocognitifs dans la période post-opératoire. Et nos résultats ont été confirmés par d'autres personnes. Ceci est une étude randomisée qui a été faite chez 82 patients en chirurgie cardiaque où ils ont randomisé les patients en deux groupes. Un groupe de patients avait l'oxymétrie cérébrale et l'EEG frontal. Et dans ce groupe de patients, les auteurs ont évidemment évité une suppression d'EEG, ont évité une désaturation cérébrale. Et dans le groupe contrôle, il n'y avait pas de monitoring cérébral. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que les patients chez qui on évitait une désaturation cérébrale et on évitait un surdosage en anesthésique, donc une suppression EEG, chez ces patients-là, après chirurgie cardiaque, il y avait une incidence de délirium qui était significativement plus bas par rapport au groupe contrôle. Et ça, c'est ma dernière dia. C'est juste pour vous dire qu'en combinant les deux monitorings, vous allez évidemment avoir plus d'informations. Cette dia peut vous sembler peut-être un peu compliquée, mais en fait, en chirurgie cardiaque, je pense que c'est très important d'utiliser oxymétrie cérébrale bilatérale justement pour détecter tout ce qui est asymétrie au niveau d'oxymétrie cérébrale, qui peut être dû à la malpositionnement des canules aortiques ou veineuses. Ça, c'est une chose. Si vous avez une oxymétrie cérébrale, des valeurs d'oxymétrie cérébrale qui diminuent par rapport au baseline, il y a évidemment l'algorithme que je vous ai montré à suivre pour savoir le pourquoi et pour le traiter. Mais si vous allez associer l'oxymétrie cérébrale avec un appareil d'EEG frontal, si vous voyez qu'il y a une activation électroencéphalographique qui est augmentée ou qu'il y a, disons, les chiffres de votre EEG, de votre monitoring de profondeur d'anesthésie sont augmentés, c'est peut-être parce que votre patient n'est pas assez endormi, n'est pas profond, parce qu'on sait que les patients qui ont un niveau d'anesthésie qui est trop light, ces patients-là, il y a, disons, une consommation métabolique en oxygène au niveau cérébral, ces patients-là vont augmenter l'activité électroencéphalographique. Donc ça, c'est une probabilité. De l'autre côté, si vous avez une oxymétrie cérébrale qui diminue par rapport au baseline, mais qu'en même temps, vous avez une suppression de l'EEG ou même ou burst suppression, c'est probablement parce qu'il y a une instabilité hémodynamique importante, et vous savez très bien que s'il y a une instabilité hémodynamique et une hypoperfusion cérébrale, non seulement vous allez avoir une désaturation cérébrale, mais vous allez peut-être aussi avoir une suppression d'EEG parce que l'hypoperfusion cérébrale a été très importante, ou encore parce que vous donnez trop d'anesthésique. Donc dans tous les cas, il va falloir traiter cette instabilité hémodynamique et diminuer la dose des agents anesthésiques. De l'autre côté, si vous avez une oxymétrie cérébrale qui reste correcte ou qui est plus élevée par rapport au baseline, mais que vous avez un EEG qui diminue ou vous voyez un burst suppression, c'est probablement parce que vous êtes en train de donner trop d'anesthésique, ou encore parce que vous avez affaire avec des patients qui ont ce qu'on appelle un frail brain, ça veut dire qu'ils ont un état cognitif qui est moins bon, et que donc on sait très bien que ces patients-là vont très rapidement, très facilement développer un burst suppression pendant l'anesthésie. Dans tous les cas, il faut donc adapter la dose des agents anesthésiques qu'on est en train d'administrer en chirurgie. Et ceci est pour conclure. Je dirais, voilà, on a vu ensemble que les troubles cognitifs périopératoires en chirurgie cardiaque, c'est quand même une complication très importante. En tant qu'anesthésiste, on doit être vraiment attentif à cela.
l'état cognitif préopératoire du patient, beaucoup plus que son âge chronologique, est un facteur prédictif de troubles neurocognitifs dans la période périopératoire. Et le monitoring cérébral, surtout un monitoring combiné, à mon sens, est très important pour éviter des troubles neurocognitifs après chirurgie cardiaque. Merci beaucoup.